Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver, bien évidemment, encore une fois pour cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité comédien, producteur de cinéma, vu dans une quarantaine de films également. Nous l'avons reçu le 10 novembre dernier pour sa pièce de théâtre Je préfère qu'on reste ensemble, en duo avec Michel Bernier, une comédie écrite par Laurent Ruquier qui se joue au Théâtre des Variétés et qui repart en tournée à la rentrée. On va en parler, mais aujourd'hui surtout Olivier Sitruk est notre invité pour la lecture d'un personnage important de la culture israélienne, Ephraim Kishon. C'est au Centre d'art et de culture juive, l'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité et cette personne qu'il dessine sur scène aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Olivier Sitruk. Bonjour, invité. Vous vous souvenez, j'étais dans un taxi. Et c'est vrai, c'était un rendez-vous C'était pas totalement manqué. direct. Mais je vais vous dire, c'était en direct, mais du taxi. C'était totalement en direct du taxi. Le son était excellent. On en a été même étonnés nous-mêmes de pouvoir tenir 1h30 comme ça. C'était donc un rendez-vous manqué et puis on est en train de le rattraper. Je suis ravie. Est-ce que vous croyez, vous, au rendez-vous manqué qui se rattrape? Je sais pas trop parce qu'en fait, que je trouve que c'est très flippant de penser à ça, de se dire qu'il y a des tournants qui sont pas pris, et si j'avais ça, et si j'avais fait ci, et si ça s'était passé comme ça. Moi, ça me fait vraiment peur parce que je pense que vraiment toute la vie peut changer. Il y a beaucoup de films qui parlent de ce genre de choses-là. C'est pour de ça dire que je prends à droite, je prends à gauche, ouais. ou l'homme D. J'avais lu ce livre, c'était quelqu'un qui jouait toute sa vie au dé et qui disait bon bah si c'est pair, je fais ça, si c'est impair, je trouve ça assez angoissant, moi. Oui, mais c'est vrai aussi que quelque part que j'ai envie de dire que le destin on y va tout droit et parfois si on veut aller à gauche ou à droite, eh bien la route nous remet tout droit. Ouais. Oui, je sais. C'est un parti pris. C'est très philosophique en effet. Alors on va recommencer. On va essayer de recommencer par le début, toujours le début. On va pas tout redire parce qu'on va pas du tout faire la même émission, mais on va vous poser une petite question. On y va. Olivier Sitruk, vous êtes né le 25 décembre 1970 à Nice, dans une famille juive tunisienne. Votre père était pédiatre, votre oncle n'est autre que l'ancien grand rabbin de France, Joseph Sitruk, qui vous faisait tant rire. Et puis, ce qu'on doit un petit peu analyser, c'est peut-être sans doute cela qui a contribué au choix de votre métier. Mon oncle ou mon père? Oui. Non, mon père est décédé il y a pas longtemps, il y a 6 mois. Et mon cousin qui était là, le fils de Jo, à l'enterrement, il a dit une chose assez jolie. Il a dit qu'en fait, mon père avait beaucoup inspiré Jo et pour sa carrière aussi et pour tout ce qu'il avait fait. Et donc, je trouvais ça intéressant. Donc moi, je dirais plus que c'est mon père plutôt que mon oncle. Mon père était un personnage, était pédiatre et un personnage plutôt très jovial et en racontant des blagues perpétuellement, les gens n'arrêtaient pas de lui raconter des blagues pour qu'il en ait des nouvelles. Donc je dirais plutôt mon père qui était un personnage bien plus non, ils avaient tous les deux ça, mais l'humour ils l'avaient tous les deux. Mais en tout cas, moi, un personnage avec lequel j'ai vécu le plus longtemps, c'est mon père. Et donc voilà, je dirais plus mon père qui m'a inspiré. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Si je dois bien réfléchir, je pense que c'est plus je pense que c'est plus ma grand-mère. Je pense que c'est plus ma grand-mère avec qui on vivait à la maison et à laquelle je racontais des histoires le soir. Elle me disait lis-moi un poème de machin, lis-moi Victor Hugo, lis-moi machin. Et donc le soir, je prenais un livre et puis j'allais lui lire des bouquins pour qu'elle s'endorme. C'était assez marrant parce que c'est vraiment une chose un peu inversée. Oui. Mais j'étais gamin et je lui lisais des trucs et donc voilà, je dirais plutôt ma grand-mère. C'est marrant parce que finalement, avec le temps, ça n'a pas beaucoup évolué, Olivier Sitruk, parce qu'aujourd'hui, vous endossez un rôle et une lecture, puisque vous lisez le rôle d'une figure de la culture israélienne, Ephraim Kishon. Ce sera le 26 avril à 20h dans le cadre des rencontres avec la culture israélienne. On l'a dit ce matin dans l'émission de Lise Gutman, du 24 avril au 4 mai, au Centre d'art et de culture juive à l'espace Rachi. C'est un personnage qui finalement concentre plusieurs casquettes, mais aussi celle de journaliste que vous auriez, je crois, rêvé d'être à un moment donné, de réalisateur comme vous, mais pas seulement. Qui était Ephraim Kishon? Un auteur israélien qui débarque, qui fait son alia au tout début de l'État d'Israël.
et qui est un auteur très particulier. J'essaie de trouver des correspondances avec des auteurs français, mais j'en trouve pas vraiment. Mais peut-être je sais pas, un Kafka drôle. Vous avez cité De Vos ce matin. Est-ce qu'on peut dire... De Vos. Mais De Vos n'a pas tellement écrit de nouvelles. Peut-être Pérec. Enfin, il écrit. Il a cette chose qui est tellement, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si des gens l'ont analysé, cette histoire que la juiverie internationale est dans l'humour. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle est la raison qui est fondamentale. Ici, en tout cas, mais on ne sait pas pourquoi. J'imagine qu'il doit y avoir des érudits qui ont dû essayer de chercher pourquoi vraiment on faisait tout ça dans la dérision. Mais voilà, c'est quelqu'un qui en sortant, je pense, de la guerre, de la Shoah, de tout ça, se dit que la porte de sortie c'est l'humour et garde cette chose qui appartient un peu plus aux Ashkénazes qu'aux Séfarades, mais qui est comme ça de rire de soi-même et de ses problèmes intellectuels, nombrilistes, etc., etc. Vous pensez que c'est plus ashkénaze que séfarade? Ouais. Enfin, bon, moi je le vois comme ça. On est encore une fois je caricature un peu les choses, hein. Mais moi, oui, je vois plus. En tout cas, c'est dans l'humour, c'est sûr que l'ashkénaze, il achète pas de l'aspirine, quoi. Il préfère être sûr qu'il a mal à la tête. Donc, oui, il y a quelque chose d'un peu plus porté sur soi-même, un peu plus psychiatrique, un peu plus psychologique, un peu plus introspectif. Est-ce que Woody c'est Allen, aussi... quoi. Il y a quelque chose d'introspectif. Est-ce que ça aussi c'est votre caractère à vous, Olivier Sitreux, qu'on cherche des correspondances? Moi j'ai envie de chercher avec vous, qui vous êtes vous derrière ce personnage. Pourquoi vous avez accepté de le lire, de le jouer aussi? Alors moi, quelque la seule part raison pour laquelle j'ai accepté de le lire, c'est parce que je ne le connaissais pas et que je l'ai lu et que je trouvais ça extrêmement drôle. Et que donc, en fait, compte, j'étais disponible pour le lire et je me suis dit, mais c'est très très drôle. Et voilà, drôle, décalé, c'est intéressant à faire connaître. C'est intéressant à faire connaître. Il faut dire qu'à un moment donné, donc c'est un personnage, une personne, plus qu'un personnage d'ailleurs, qui a eu plusieurs vies, de multiples vies. Il est né dans une famille juive bourgeoise à Budapest en Hongrie. Il est né en 1924. Il est décédé en janvier 2005 en Suisse. Il a été écrivain, journaliste, chroniqueur, réalisateur, scénariste satirique israélien. Il a d'ailleurs eu le prix Israël en 2002. C'était aussi un artiste qui étudiait la sculpture et puis la peinture avant de se lancer dans la satire, et il était humoriste. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était un peu le Gad Elmaleh de l'époque, puisqu'il il était un nouvel émigrant en Israël et qui proposait des papiers à la presse un peu sur cette immigration? Je crois que ça ressemble à ça, en tout cas dans l'écriture, ça ressemble complètement à... Alors Gad, je suis pas totalement sûr parce qu'il a un côté un peu plus stand-up, Gad, que c'est plutôt quelqu'un qui raconte des histoires, c'est-à-dire en fait c'est un conteur. Non mais si pourquoi pas Gad Elmaleh, effectivement, mais je trouve que Gad c'est totalement inspiré de Michel Boujna. Moi je dirais plus Michel que Gad Elmaleh. En tout cas au démarrage, je trouve que le premier spectacle de Gad Elmaleh était vraiment très très proche de ce que faisait Michel dans Les Magnifiques. Donc je dirais plus Michel Boujna, c'est-à-dire qu'il raconte un peu les gens autour de lui et sa vie à lui aussi. Sa famille, en la caricaturant et surtout en s'en amusant énormément, et la société évidemment dans laquelle il vit, il s'en amuse énormément. Et justement, il va s'amuser de la société israélienne, du parti au pouvoir. Est-ce que vous savez ce qu'il disait à l'époque? Est-ce que dans ce que vous allez lire, par exemple, Olivier Sitreux, qu'il y a des petits mots, des petites phrases? Non, il n'y a pas de... Moi, dans ce que je vais lire, il y a rien qui soit politique, entre guillemets. Par contre, il y en a une que j'aime beaucoup où il raconte que il est interviewé dans la rue pour dire juste une phrase et il devient extrêmement connu. Alors qu'en fait, enfin, dans la nouvelle, il raconte ça, mais c'est, je pense pas totalement la vérité, mais qu'en fait, il a écrit énormément de choses, qu'il a écrit des encyclopédies, qu'il a écrit sur l'histoire, qu'il a écrit qu'il a écrit la 10e symphonie de Beethoven, qu'il a fait tout ça, et que tout le monde s'en fout. Mais il a répondu à une interview dans la rue où il disait, non, mais ça va s'arranger.
Et juste avec ça va s'arranger, il devient extrêmement connu célèbre dans tout Israël, mais juste parce qu'il a dit ça va s'arranger à la télé. Et pas que en Israël d'ailleurs, parce qu'il va devenir rapidement le porte-parole d'Israël à l'étranger. On le compare à des auteurs renommés, vous voyez, on cherchait, comme Sholem Aleichem, Arthur Buchenwald, ou encore Mark Twain. Il est donc comparé à ces personnalités-là. En quoi il était important et en quoi il est devenu influent pour la culture israélienne? Alors moi, je ne suis pas israélien et donc je ne me rends pas compte de l'effet de Ephraim Kishon dans la société, mais je peux déduire par rapport à ses écrits que je pense que les Israéliens ou la culture israélienne et peut-être la culture juive dans son ensemble est très très touchée par l'ironie et par ce regard acerbe sur les choses. Il y a un côté acide, il y a un côté loupe. Très fort, et il a cette chose-là, en plus qui est celle d'un, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui était là en premier, quoi, qui était là au début, qui était là, non, mais qui était là en 48, quoi. Je veux dire, qui était là au tout début de l'État et qui l'a donc fondé, créé, etc. Et donc en fait, qui a un regard assez juste sur ce que c'est devenu, sur quel objectif on avait et là où on arrive, quoi. Olivier Sitruk, pour vous qui n'avez pas forcément étudié Ephraim Kishon, mais qui le lisez, j'ai envie de vous poser une question un peu actuelle et vous pouvez botter en touche, je vous en voudrais pas du tout. Mais puisque justement Ephraim Kishon a réalisé plusieurs films en Israël et qu'il a reçu ce fameux prix en 2002 pour l'ensemble de son œuvre, il a été aussi choisi et décrit comme étant le plus grand humoriste de l'État, qui a réussi à réaliser une œuvre culturelle et à présenter toutes les facettes de la société israélienne. Et j'ai envie de savoir alors, selon vous, que penserait-il, que dirait-il de l'actuelle politique en Israël, de Benjamin Netanyahou et de la réforme judiciaire en Israël qui fait tant débat en ce moment? Je pense qu'il ferait comme un des proches, c'est-à-dire, ou comme un Coluche, c'est-à-dire qu'en fait il regarderait et qu'il en rirait, il essaierait de le tordre le plus possible pour que à travers l'humour on comprenne peut-être le mauvais choix qui est fait, si on pense que c'est un mauvais choix, ou le prendre avec humour en disant que c'est un bon choix. Mais je veux dire, sans donner totalement une opinion sur ce que il faut faire exactement, mais en tout cas en rajoutant de l'humour à notre regard. Parfois, il vaut mieux essayer d'un peu décrocher en fait des choses. Il faut essayer de les prendre un peu moins sérieusement que ce qu'on les prend. Et je pense que il trouverait de l'humour là-dedans. Après, je pense qu'il avait des opinions et je pense qu'il la donnerait aussi. Je peux pas devancer son opinion. Moi, j'en ai une qui est très extérieure à cette histoire. Je vois des gens manifester tous les jours, tout le temps, mais j'ai la même en France. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport aux retraites, j'ai exactement la même opinion. Je me dis, j'ai l'impression que quand même on n'écoute pas. Mon impression, elle est qu'on n'écoute pas, voilà. Et donc, en fait, compte au moins donner l'impression d'écouter, voilà. Donc, sur ce qui se passe en Israël, j'ai plutôt cette impression-là. Je veux me dire, mais attendez, il y a quand même une problématique et vous mettez rien en face de cette problématique. Et à la différence, j'ai envie de dire, de la France, en Israël, on rétropédale un petit peu, ce qui n'est pas notre cas. Oui, mais aussi. Parce que la réforme n'est pas tout à fait la même. C'est pas la même chose en effet, mais il y a une écoute. Il y a une écoute du peuple qui n'est pas ce que nous vivons nous. Mais c'est lié. Oui, remarquez, en même temps, on a la même fragilité parlementaire en France, mais il y a quand même une fragilité parlementaire en Israël qui est complexe en équilibre. Tout à fait. Il y a cette habitude un peu plus quand même de la discussion que en France, on a quand même moins l'habitude de discuter et de pouvoir s'arranger. Alors qu'en Israël, on peut pas faire autrement, quoi. Ouais. Ce soliloque va durer 1 heure. Il démarre le 26 à 20h, le mercredi 26 avril prochain. Qu'est-ce que vous allez lire? Des petits extraits de plusieurs livres. J'ai cru comprendre des livres introuvables aujourd'hui en tout cas. Oui, je crois que les livres sont difficiles à trouver en tout cas en France. J'imagine qu'en Israël ça doit pas être le cas. Mais il doit y avoir 5-6 nouvelles qui sont 5-6 histoires qu'il a écrites. Tout ça est à la première personne. Donc il se raconte lui et puis il raconte des histoires qu'il a vécues, qui sont
parfois totalement réalistes, parfois totalement absurdes, à mon avis, qui sont inspirés par des choses de sa vie et où il a un peu tiré le fil pour que ça se décale, quoi. On va venir vous voir évidemment, Olivier Sitruk. C'est une lecture au cœur des rencontres avec la culture israélienne. Ce sera du 24 avril au 4 mai, je le rappelle, au Centre d'art et de culture à l'espace Rachi, 39 rue Broca, dans le 5e arrondissement de Paris, où il y aura bien sûr plusieurs autres événements organisés, expositions, lectures, concerts, seul en scène, cinéma, 5 grands événements, notamment Israeli Jazz, un vernissage de l'exposition de Raphaël Pérez. Est-ce que vous l'avez vu ? Non, mais c'est passionnant. Ça a l'air, en tout cas, parce que... C'est passionnant, et je le disais, je sais pas si c'est... mais que vraiment le jazz avait une vie extrêmement forte en Israël, et je savais pas ça. Exactement. Le pays a accédé à sa position de leader dans le domaine du jazz, qui est complètement fou. J'en parlais avec un invité il y a pas si longtemps, je me semble que c'était l'année dernière, où nous disions justement que ça avait surplombé, le jazz avait surplombé, alors qu'il y a d'autres pays qui l'ont bien évidemment initié. Il y aura je pensais ça, parce que je me disais aussi, en France, moi il se trouve que j'ai travaillé dans un bar de jazz quand j'étais jeune pour gagner ma vie, et pour le coup il y avait 3-4 clubs où on allait tout le temps, et tous ces clubs ont fermé, quoi, pratiquement. Vous me tendez une petite perche parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit ce matin, qui m'a dit: s'il te plaît Cyrielle, est-ce que tu peux dire à Olivier Sitruk qu'il a quelque part une carrière de chanteur, en tout cas qu'il y a le chant en lui. Ah oui, c'est vrai. On parle de jazz, je sais pas trop si ça s'y réfère, mais est-ce que non, c'est vrai? Je crois pas. Non, mais c'est parce que, je sais pas. Non, mais je suis persuadé que je suis capable de chanter, et je crois que je suis pas capable. Mais il se trouve que oui, dans la pièce, je préfère qu'on reste ensemble, je chantais. C'est ce que et j'allais donc, vous dire. voilà. Donc, je me suis obligé à chanter. Après, c'est pas moi, hein, c'est le personnage qui chantait. Donc, voilà. Et donc, il pouvait chanter mal. Moi, si un jour je sors une chanson en tant qu'Olivier Sitruk, je sais pas. Non, je crois pas. Vous parlez de la pièce Je préfère qu'on reste ensemble. C'est donc la transition sur cette actualité avec vous, Olivier Sitruk, parce que vous parlez au passé, mais vous allez revenir très bientôt en tournée avec cette pièce Je préfère qu'on reste ensemble, écrite par Laurent Ruquier, que vous jouiez en duo avec Michel Bernier au Théâtre des Variétés depuis la rentrée 2022 et pendant 6 mois. Face à un tel succès, vous avez été prolongé. Vous repartez donc en tournée à partir de septembre. Vous êtes enchanté, j'imagine, parce que je sais que vous avez adoré jouer là-dedans. Ah ouais, on s'est tellement bien entendu avec Michel, mais c'est très l'avantage du rire, quoi, c'est qu'on est payé tellement rapidement quand on joue. C'est incomparable avec d'autres moments où on travaille, hein, la comédie qui fonctionne avec des rires dans une salle pleine. On est payé tout de suite. C'est ça, il y a un sentiment d'immédiateté. Tout le temps. En plus, je pense que cette pièce est écrite aussi pour fonctionner très fort avec la province. On va vraiment beaucoup s'amuser. Michel est très très forte, Bernier, dans un rapport public, scène-salle. Donc je suis sûr que la fin de la pièce, il y a un peu d'improvisation, il y a un peu de choses comme ça. Je suis sûr qu'on va vraiment s'amuser à chanter avec les gens. Vous rigolez beaucoup aussi tous les deux. Je pense que tous les soirs est un soir différent. On s'entend très très bien. Mais alors c'est étrange, hein, parce que par exemple la dernière, on était tristes tous les deux. Et on n'a pas. Normalement, traditionnellement, la dernière d'une pièce, on rit beaucoup parce qu'on se fait des blagues. Là, vraiment, ni elle ni moi, on avait envie de se faire des blagues. On se disait c'est pas la dernière. Mais c'est pas la dernière. On est un peu sérieux. C'était la dernière à Paris. C'est notre dernière aux Variétés. Après, je pense que l'année prochaine, on jouera encore aux Variétés. Je pense qu'on reviendra pour faire une petite 60aine de dates. C'est ce que j'allais vous demander. Pour ceux qui l'ont raté, puisqu'on l'a vendu, on va écouter un petit teasing. Waouh. Si on travaille plus ensemble, qu'on fait plus l'amour ensemble, qu'on dort plus ensemble, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on reste ensemble? J'ai pas du tout envie de te quitter. Je me trompe peut-être, mais tu me trompes sûrement. Il faut surmonter les obstacles, trouver des solutions, c'est ça un couple. C'est pas se séparer à la première occasion sous prétexte que ça passe un tout petit peu moins bien sous la couette, quoi. Je te signale que pour l'instant, de nous deux, celle qui arrive à s'en passer, c'est moi. Et tu proposes quoi comme nouveau fonctionnement? On continue à vivre ensemble, mais on délocalise notre vie sexuelle. Tu vas voir, on va être beaucoup plus heureux comme ça.
Voilà un excellent moment que j'ai, je voulais quand même vous le dire de face à face, que j'ai beaucoup recommandé. Mes parents sont venus vous voir pour le jour de l'an. Ils étaient très contents. Ils ont passé un excellent moment. Des amis aussi sont venus vous voir. Tout le monde était très content. Je rappelle quand même que vous êtes dans la peau de Valentin, qui a racheté un karaoké avec sa femme Claudine avant qu'elle ne déchante, et qu'il aille voir ailleurs en essayant de la convaincre que c'est mieux pour les deux, évidemment. J'ai reçu il y a quelques jours, juste un petit peu avant les fêtes de Pessah, Eliette Abécassis pour son livre qui s'appelle Un couple, et donc j'avais envie d'en parler avec vous parce qu'il traite évidemment du couple dans sa globalité, du début à la fin de la vie, et j'ai envie d'y revenir avec vous pour vous poser cette question. Est-ce que vous pensez que les couples étaient plus tenaces à l'époque, c'est-à-dire de nos grands-parents, alors qu'aujourd'hui, notre génération se sépare plus facilement? Olivier Citruc. Ah là là, c'est terrible d'être comédien et de devoir répondre à des questions philosophiques. Non, mais je peux avoir une opinion. Je peux avoir une opinion, c'est la mienne. C'est pas définitif. C'est pas. J'ai pas fait d'études là-dessus. Non, je crois qu'en fait, le couple a été lié pour plusieurs raisons au fil du temps. Et il y avait des raisons sociales qui maintenaient les couples, il y avait des raisons religieuses qui maintenaient les couples et une raison amoureuse qui maintient les couples. Il y en a à peu près 3, on peut en définir 3. Quand les gens sont religieusement pas très religieux, de moins en moins religieux et de plus en plus athées, et quand les gens sont socialement différenciés et ont pas de soucis pour vivre socialement séparés, il y a plus que l'amour qui tient, et on sait que l'amour tient pas forcément si longtemps que ça. Donc si la seule béquille qui reste c'est l'amour, forcément c'est un peu plus complexe. C'est une très bonne réponse, Olivier Citruc. Eliette Abécassis nous a dit aussi autre chose, nous a expliqué qu'après... Vous a dit que j'avais joué des textes de... Non ? Non ? Avant, je sais pas pourquoi je vous parle d'Eliette Abécassis. J'ai joué Eliette Abécassis. Eliette a écrit une pièce. Au début, c'était des lectures qu'on devait faire avec Elisa Tovati, et puis au fur et à mesure, c'est devenu une pièce, La fiancée orientale. Je crois qu'elle me l'a dit, puisque j'ai reçu Elisa Tovati, donc elle me parlait de la fiancée orientale. On a un peu travaillé avec Eliette pour essayer d'en faire une pièce qui n'était pas évident, mais voilà. Mais ça a été fait. Vous voyez, je vous emmène pas. Formidable, Eliette, vraiment. Merveilleuse. Formidable. J'ai beaucoup adoré l'interviewer, comme j'aime beaucoup vous interviewer. Elle vous a expliqué qu'après une petite étude sociologique, la jeune génération écœurée ne voulait plus aimer passionnément, mais avec raison, pour moins souffrir et ne pas faire subir à leurs enfants la détresse qu'eux avaient connue avec leurs parents. Est-ce que vous y croyez ? C'est marrant comme retournement de situation. Je sais pas, je pense qu'Eliette a dû l'étudier pour le dire. Il doit aimer un peu plus avec raison, ça me paraît. En fait, je pas totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est un peu plus dans tous les sens, c'est-à-dire c'est avec raison, sans raison, différemment, sans cadre, en se donnant pas d'objectif, sans projection, etc. C'est plutôt, à mon avis, dans un monde qui est un peu plus perturbé que le monde d'avant, et qui donc en fait compte, je pense qu'on se pose un peu moins de règles, en tout cas dans le couple. Je vous ai posé cette question, Olivier Citruc, parce que dans la pièce il y a cette phrase qui m'est restée, c'est « ne convoque pas mon passé pour justifier ton avenir ». Et je me suis dit que peut-être les jeunes aujourd'hui pouvaient reprendre cette phrase « ne convoque pas mon passé pour justifier mon avenir », en se disant « même si mes parents ont divorcé, moi je vais essayer de faire mieux ». C'était une image aussi. Oui, mais justement, dans ce que vous dites, c'est aussi ambigu pour essayer de faire mieux. Mieux, ce serait de pas divorcer. Je veux dire, c'est pas, il y a pas de mieux. En fait, il y a pas de mieux, de moins bien. En fait, la meilleure chose, c'est ce qui correspond aux gens. Pour ceux qui sacralisent en tout cas le mariage. Oui, mais qui est-ce qu'on doit encore le sacraliser? Peut-être les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas envie. Merci Olivier Citruc, restez avec nous. On continue cette émission avec vous pour la lecture d'Ephraim Kishon, je le rappelle, le 26 avril à 20h dans le cadre des rencontres avec la culture israélienne. Ce sera au Centre d'art et de culture. On revient dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30, passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigo.
Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en Israël, l'auteur de l'attentat d'hier à Jérusalem a été arrêté ce matin. C'est un habitant de Naplouse en Judée-Samarie qui n'a que 15 ans. Il a tiré hier matin sur une voiture dans le quartier de Shimon HaTzadik. 2 fidèles de la communauté ultra-orthodoxe ont été blessés. Pendant ce temps-là, le président de l'État Yitzhak Herzog s'est envolé pour la Pologne afin de participer à la cérémonie commémorant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Il a prononcé un discours ce midi. Les combattants du ghetto de Varsovie étaient de véritables héros, a-t-il affirmé. Au chapitre diplomatique, le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, poursuit sa visite en Israël. Dans une conférence de presse, il a exprimé sa joie d'être actuellement à Tel Aviv. Il a affirmé que le régime iranien actuel ne défend, je cite, que ses propres intérêts. L'actualité en France, le chef de l'État Emmanuel Macron retourne sur le terrain après des mois de crise des retraites. Il est aujourd'hui en Alsace pour visiter une entreprise intervenant sur plusieurs chantiers pour les JO de Paris 2024. Sur place, l'intersyndicale a appelé un rassemblement avec des casseroles. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu que les casseroles, je cite, n'allaient pas faire avancer la France. Le courant a été coupé dans l'usine pendant la visite. La CGT n'infirme pas être responsable de la coupure. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Olivier Citruc et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Jean-Luc Mélenchon, sans faire de la politique, pardon, c'est un dépressif. Je ne crois pas une demi-seconde à une unique NUPES pour les élections européennes. Nicolas Sarkozy voudrait reprendre du service et se verrait bien à Matignon. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Et toi, tes parents, ça va ? Moi, à chaque fois que je vois mon père, il me raconte les mêmes histoires. Mais c'est important, le partage. Tu sais qu'à la Fondation Osée, ils accueillent les anciens au Café des Psaumes. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Ma mère y va très souvent. Les anciens s'y retrouvent entre eux. C'est important, le témoignage et la transmission. D'ailleurs, ils sont souvent les premiers à faire des dons. Dans le cadre de l'IFI, déduisez 75% des dons versés à la Fondation. Fondation Osée MES. Infos et dons sécurisés sur osée.fondationjudaïsme.org. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Olivier Citruc. Pour la lecture, je le rappelle, d'Ephraim Kishon le 26 avril à 20h. Ce sera dans le cadre des rencontres avec la culture israélienne du 24 au 4 mai au Centre d'art et de culture juive à l'espace Rachi. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts bien sûr. Olivier, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour découvrir L'Aiglon d'Edmond Rostand que vous aimez tant. Fabuleuse histoire, Cyrielle, que celle de l'Aiglon. La vraie, bien sûr, c'est-à-dire le tragique destin de Napoléon II, le fils du grand empereur mort alors qu'il n'avait même pas 22 ans, en exil dans le pays de sa mère, l'Autriche. Mais aussi l'aventure de la pièce de théâtre, créée le 15 mars 1900 à Paris. Il s'agit de la première pièce que donne Edmond Rostand après le triomphe de Cyrano de Bergerac, lancé vers une gloire séculaire le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Tout Paris attend la nouvelle création de Rostand en alexandrin, avec d'autant plus d'impatience depuis que l'on sait qu'il traitera, cette pièce, du fils de Napoléon. En effet, le sentiment national est en pleine recrudescence. La défaite de 1870 n'est toujours pas oubliée. Les rivalités coloniales s'exacerbent avec l'Allemagne, la crise marocaine couve. Mais l'événement peine à voir le jour. La pièce devient démesurée. Elle passe de 4 à 5 puis à 6 actes, dont un sur le champ de bataille de Wagram. La distribution monte à 52 personnages. En haut de l'affiche, Sarah Bernard, qui va jouer, femme de 56 ans, un jeune garçon de 20, 21 et 22 ans. Mais rien n'est impossible à la grande Sarah. Elle produit d'ailleurs le spectacle dans son nouveau théâtre,
des bords de Seine. Dès l'arrivée à Paris de Rostand le Marseillais, Sarah a cru en ce jeune poète, jouant ainsi l'une de ses pièces sans grand succès. Dans l'Aiglon, il faut un grand nom de la scène pour jouer l'autre grand rôle. Séraphin Flambeau, le grognard qui s'est glissé incognito dans la domesticité du duc de Reichstadt, titre autrichien de l'Aiglon. C'est Lucien Guitry qui est choisi. Et oui, le père de Sacha. Ah, cela ne se refuse pas de jouer dans l'Aiglon, tant le spectacle est attendu. Mais le torchon brûle vite entre l'acteur et l'auteur. Le premier supporte mal de n'apparaître qu'au 2e acte pour mourir dès le 5e acte. Guitry dira pique-pendre de Rostand et jamais Sacha ne fera référence à l'auteur de Cyrano qui a fait souffrir Lucien. La pièce est finalement créée au début de 1900, année cruciale où Paris organise aussi une exposition universelle. Et c'est un triomphe. Edmond Rostand, plus Sarah Bernard, plus Lucien Guitry, plus Napoléon, l'Europe se bouscule à Paris. Dès 1913, la pièce devient un film, muet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupant nazi fait interdire cette pièce trop patriotique et fait débaptiser le théâtre Sarah Bernard, une juive. Elle est morte en 1923, il y a 100 ans. Le théâtre devient le théâtre de la Cité. À la Libération, la pièce est rétablie et tient l'affiche durant 3 années. La tradition perdure de voir des actrices autant que des acteurs jouer le rôle titre, rôle plus enfantin qu'androgyne. Ainsi près de nous ces dernières décennies avec Anne Delbé, côté femme, et Emmanuel de Chartres, côté homme. Aujourd'hui, la pièce ronfle un peu, il faut le dire, de ses accents grandiloquents et pathétiques. Elle nécessite de toute façon quelques coups de ciseaux pour être montée sans ruiner ses producteurs. Demeure une réplique mythique, celle de Flambeau, qui se démasque à l'acte 2. Et nous, les petits, les obscurs, les sans grade, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades. Et merci beaucoup Christophe Barbier. Pourquoi vous aimez tant cette pièce, Olivier Sitruk ? En fait, c'est parce que c'est la première pièce que j'ai travaillée au conservatoire à Nice quand j'avais 15 ans. Et j'avais pas lu beaucoup de pièces de théâtre, en fait, à part celles qu'on nous obligeait à lire à l'école. Qui sont par ailleurs passionnantes, hein, les Molière, etc. Mais là, je lisais quelque chose qui était totalement différent et le parcours. Je crois qu'il y avait une correspondance d'adolescence. Il dit 20, 21 ans, mais c'est un adolescent, l'Aiglon à ce moment-là, et j'ai cru voir une correspondance d'adolescents qui se cherchaient un destin, qui était mais c'est drôle, on parlait de mon oncle et de mon père, mais je fais la correspondance que maintenant, mais mon père était plutôt très connu dans la ville aussi, de Draguignan, et mon oncle par son titre, mais peut-être que je me cherchais un destin moi aussi, et de faire entendre mon nom autrement que à travers celui de mon oncle et de mon père. Peut-être je fais la correspondance maintenant, mais peut-être que c'est ça. Mais c'est ça, je vois en fait que depuis tout à l'heure ça vous est resté. Je pense que vous deviez y réfléchir au fond à cette première première en tout cas, question, c'est vraiment tout d'un coup, en tout cas, ce que je lis, cette pièce de théâtre me parle, alors qu'avant ça me parlait pas tellement. C'est ça. Voilà, le Malade imaginaire ou je sais pas quelle autre pièce me parlait pas vraiment. Là, il y avait quelque chose qui me parlait, qui me correspondait, et donc voilà, j'ai appris cette pièce, j'ai appris une scène et je l'avais présentée au conservatoire à Nice, et c'est comme ça que j'étais entré au On parlait d'un Joseph Sitruk, je sais que quelqu'un nous écoute qui s'appelle Joseph Agostini, et vous comprendrez pourquoi à la fin de l'émission. Je pense que ce que vous venez de nous dire va beaucoup nous servir. D'accord. On parle de théâtre, on va rester dans le théâtre. C'est un piège. C'est pas un piège, mais vous allez tout à fait comprendre, les auditeurs le savent très bien. Une autre question théâtre, puisque une surprise, je crois savoir que vous travaillez sur une nouvelle pièce, Olivier Sitruk, une histoire vraie, extraordinaire, de 2 jumeaux juifs et artistes durant la Seconde Guerre mondiale. Cette pièce va s'appeler Dolores, mise en scène par Virginie Lemoine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est une histoire absolument incroyable. En fait, un journaliste allemand en 2003 se dit que, on parlait des 80 ans du ghetto, enfin du soulèvement du ghetto, se dit que les survivants du ghetto de Varsovie vont être de moins en moins nombreux, et qu'il veut récupérer
des documents, et puis récupérer des témoignages autour du ghetto, etc., etc. Donc il me pose une annonce dans un journal et il dit voilà, si vous êtes des survivants du ghetto, j'aimerais bien vous interviewer. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Rubinstein qui répond à cette interview et qui vient le voir et il commence à parler. Et là se dévoile une histoire absolument dingue, puisque Sylvain Rubinstein sa mère était danseuse, elle était mariée, enfin pas mariée d'ailleurs, elle était en couple illégitime avec un duc russe, elle était danseuse classique à Moscou et elle a 2 enfants, enfin des jumeaux, une fille et un garçon. Le duc les reconnaît pas, mais s'en occupe plus ou moins. Et puis en fait il y a la révolution bolchevique et le duc dit cassez-vous, et donc il retourne à Brody dans leur village entouré de juifs orthodoxes, et elle part avec ces 2 gamins de 3 ans, et en fait ces 2 gamins voient un jour dans un camp de Zigan. Et en voyant ce camp de Zigan, ils voient des gens danser le flamenco. Et ils tombent complètement fous, amoureux de cette danse, et ils vont voir leur mère et disent nous on veut danser le flamenco. Elle dit oui, d'accord, elle les envoie dans une école de danse, ils vont apprendre le flamenco. Et ils deviennent, à 15 ans, 16 ans, les plus grandes vedettes de flamenco. Ils vont s'appeler Imperio et Dolores. Ils deviennent des très 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 grandes vedettes, ils font le tour du monde avec leur spectacle de flamenco. Ils sont vraiment extrêmement connus, ils font Broadway, ils font le Japon, ils finissent à Berlin, ils sont à Berlin en 1933, et il se trouve qu'ils sont juifs. Et évidemment, ça commence à un peu merder, ils ont plus le droit de jouer, ils ont plus le droit de rien faire, et donc ils se disent qu'est-ce qu'on fait, et puis en fait ils débarquent à Varsovie, ils ont déjà joué dans un cabaret à Varsovie, donc ils retournent dans ce cabaret à Varsovie, qui s'appelle l'Adria, et ils essaient de jouer, et puis en fait on leur interdit de jouer, etc. Ils vont finir dans le ghetto. Et pour s'en sortir dans le ghetto, ils vont commencer à faire un peu des petits actes de résistance, de contrebande, essayer de trouver à bouffer, tout ça. Et finalement, ils vont réussir à travers la rencontre de quelqu'un à s'échapper du ghetto de Varsovie. Sa sœur va partir retrouver sa mère, et lui va tomber sur un officier de la Wehrmacht, un officier allemand donc, qui est en poste en Pologne, et va devenir résistant. Voilà. Et vous nous dites pas tout, parce que forcément là c'est le suspense qui est là, ça donne très envie. Dans mon imaginaire, quand on m'a parlé de cette pièce, je me suis dit qu'ils allaient être séparés peut-être pendant longtemps et se retrouver bien plus tard. Je sais pas si c'est le cas, on peut pas le savoir, on viendra vous voir pour le savoir en tout cas. Faut pas le dévoiler. Faut pas le dévoiler. Merci en tout cas Olivier Citruc de nous en avoir parlé. Allez, tout de suite on passe à la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Olivier Citruc. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence en musique. Alors la dernière fois que vous êtes venu dans cette émission en duplex depuis votre taxi, c'était pendant les grèves et les manifestations, nous avions parlé de Sting et de David Bowie, 2 artistes que vous adorez. On va changer et s'attarder cette fois-ci sur un autre chanteur dont vous êtes également fan. Il s'agit de Serge Gainsbourg. On peut entendre Mon Légionnaire, sorti en 1988. C'est la dernière chanson du dernier album de Serge Gainsbourg, disparu, on le rappelle, le 2 mars 1991, à seulement 62 ans. Une mort provoquée par sa 5e crise cardiaque, alors que Gainsbourg était tout seul chez lui, nu dans sa chambre, dans sa maison située au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Et à ce sujet, on a appris ces jours-ci une nouvelle qui va sans doute remplir de joie, mais surtout d'émotion, tous les admirateurs de Serge Gainsbourg. Charlotte Safi vient en effet d'annoncer que dès le mois de septembre, la maison de Serge Gainsbourg ouvrira ses portes au public. C'est un véritable événement. On rappelle en effet que depuis la disparition de l'artiste, il y a 32 ans, cette maison de la rue de Verneuil était restée fermée, inoccupée et laissée dans l'état exact du moment de la mort de Serge Gainsbourg. Ça peut paraître incroyable, voire même irréel, mais en plus de 30 ans, rien n'a bougé. Les mégots sont toujours dans le cendrier, les bouteilles de rouge entamées sont toujours renversées sur la table, et puis un tableau de Brigitte Bardot nue trône même toujours dans la maison, Brigitte Bardot que Serge Gainsbourg n'a jamais vraiment oublié. Alors on rappelle que Serge Gainsbourg, il avait vécu dans cette maison pendant plus de 20 ans et il y avait composé de nombreuses chansons. Ce lieu, devenu culte pour tous ses fans, va donc enfin ouvrir ses portes. C'est à partir du mois de septembre. Et nul doute que pour tous ceux qui iront le visiter, l'émotion sera forcément au rendez-vous. J'imagine, Olivier Citruc, vous avez peut-être projeté d'y aller. Moi, je racontais tout à l'heure que j'étais barman dans un bar de jazz, et il se trouve que le soir de la mort de Gainsbourg, donc c'était à 32 ans, c'est complètement dingue.
Donc j'étais dans le bar et qu'à 5h du matin, on est allé nous devant la maison. Parce qu'on a appris dans la nuit qu'il était mort et donc j'étais parmi les premiers, je pense, devant la maison. Oui. Voilà. Donc, ce serait peut-être un pèlerinage pour vous d'y retourner quelque part. Ouais, je sais, je l'avais vu en concert, moi, en 88, pour le coup, à Nice, au Théâtre de Verdure. Je sais pas trop, je sais pas. Non, c'est pas votre truc. La nostalgie, c'est pas votre le côté truc. nostalgique, Non. de voir les trucs, je suis pas sûr. Je préfère écouter les chansons. Devant la maison, pour tous ceux qui connaissent, il y a évidemment un mur avec énormément de graffiti devant. Alors il n'y avait pas grand chose à ce moment-là. Je me demande s'il n'avait pas écrit un truc d'ailleurs. Et là, c'est vrai que je pense que, alors vous faites pas partie des nostalgiques, mais apparemment les premières dates pour le mois de septembre sont déjà pleines. Ça va durer combien de temps, est-ce qu'on sait? C'est indéfini, c'est un musée. Alors pour tout vous dire, Charlotte Gainsbourg, elle a même acheté en face l'appartement ou la maison, je sais plus, qui se situe au 14 rue de Verneuil, parce qu'en fait il y aura deux parties. Il y a la partie visite de la maison de Serge Gainsbourg au 5 bis rue de Verneuil, avec la maison en l'état ou quasi au moment où il est mort, et juste en face, donc au 14 rue de Verneuil, un musée où seront exposés des objets qui lui appartenu, des disques, des livres qui lui appartenaient. Et qui lui appartenaient. Eh bien, on verra bien ce qui s'y passe, mais fort à parier que ce sera un succès. On poursuit avec un chanteur que vous aimez, Olivier Citruc, avec un destin aussi incroyable que dramatique. C'est le Nigérien Fela Kuti. Oui, alors ce chanteur, Fela Kuti, il n'est pas forcément connu en France, voire même pas du tout, mais vous l'avez mis dans votre playlist et il faut reconnaître qu'il a une histoire assez extraordinaire qui mérite d'être racontée. Alors, il est né en 1938 et il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat, mais Fela Kuti, c'est aussi et surtout un artiste connu pour son engagement sans faille contre la corruption, la dictature, le pouvoir des multinationales dans son pays et la misère dans les rues. Très populaire auprès des laissés pour compte, il se sert de sa musique et de sa popularité comme d'une arme. Certaines de ses chansons durent d'ailleurs de 10 à 15 minutes, puisqu'il s'exprime beaucoup dans ses chansons. Le problème, c'est que ce combat, il lui a coûté très cher. En 1976, après la sortie de Zombie, son album antimilitariste, sa propriété est entièrement rasée dans un raid militaire au cours duquel sa maman, âgée de 78 ans, est défenestrée, ce qui entraînera sa mort quelques mois plus tard. Alors de son côté, Fela Kuti, il est plusieurs fois jeté en prison, puis torturé, mais véritable symbole de la lutte contre les injustices, il poursuit son combat et acquiert une popularité mondiale. Malheureusement, malgré les risques qu'il prend, c'est finalement un autre mal qui va l'emporter. Le 2 août 1997, Fela Kuti meurt en effet du sida, et aussi incroyable que ça puisse paraître, les autorités militaires reconnaissent avoir perdu à ce moment-là, je cite, l'un des hommes les plus valeureux de l'histoire du pays. C'est bizarre de déclarer ça après l'avoir combattu. En tout cas, plus d'1 million de personnes sortent dans les rues pour célébrer la mémoire de cet artiste, de leur héros. Un héros inhumé aux côtés de sa maman, dont la mort brutale ne l'avait pas découragé de poursuivre son combat, bien au contraire. On le voit, Fela Kuti, un chanteur au destin incroyable que grâce à vous, Olivier Citruc, nos auditeurs ont pu découvrir aujourd'hui. Et qu'il faut écouter vraiment, c'est musicalement très fort, très intéressant. C'est un mélange de... C'est là où on se rend compte que la musique, elle est africaine, quoi. L'origine de la musique, elle est africaine. Comment vous avez découvert cet artiste, vous, Olivier Citruc? Moi, j'étais assez jeune. Moi, je sais pas, j'imagine que j'ai eu une période reggae, Bob Marley, tout ça machin, et que donc en fait, elle s'est un peu détournée vers Alpha Blondy, et puis d'un coup, il y avait un peu de Touré Kunda, et puis au fur et à mesure, il y a eu une envie de musique africaine. On va changer de registre totalement avec de la littérature ou plutôt de la bande dessinée, Jérôme Boulon. Alors on change de registre et on se rapproche un peu de rencontres avec la culture israélienne, puisque on sait que vous aimez les BD de Chabouté ou encore Johann Sfar. Alors Johann Sfar, c'est Johann, que je prononce bien. Ouais. Donc Johann Sfar, un artiste aux multiples talents, auteur de bandes dessinées, romancier ou encore réalisateur, et il est notamment, vous qui aimez les bandes dessinées, l'auteur de la série de BD Le Chat du Rabbin, qui a même été adapté au cinéma. Alors, et on l'a reçu, bien sûr, pour nous parler du dernier volet. On le rappelle, cette bande dessinée, c'est donc l'histoire du chat d'un rabbin d'Alger qui raconte sa vie avec son maître. En effet, depuis qu'il a dévoré le perroquet de la maison, le chat parle et dit tout ce qu'il pense sans aucun filtre. Il a la particularité de tout remettre en question, autant les apprentissages du rabbin que les fondements du judaïsme. Et la motivation principale de ce brave chat, c'est de devenir, je cite, un bon juif qui ne ment pas. Alors cette bande dessinée, fantaisiste au premier abord, elle permet à l'auteur de se plonger dans la religion juive et la culture juive d'Algérie dans les années 1930, avant l'indépendance. On rappelle que son auteur, Johann Sfar, est lui-même issu d'une famille séfarade d'Algérie, du
côté de son père, du côté de sa mère c'était ashkénaze. Il y a d'ailleurs une anecdote très émouvante sur Johann Sfar et la façon dont il est venu à faire de la bande dessinée. Nous sommes en 1974, il n'a que 3 ans et il a la douleur de perdre sa maman. Sa famille ne lui dit pas que sa maman est décédée, mais qu'elle est juste parti en voyage et du coup, le petit Johann se met à dessiner durant toute son enfance, je le cite, en attendant que sa maman revienne. Et c'est comme ça que tout est parti pour ce fantastique auteur. Et oui, fantastique auteur qui sort un livre d'ailleurs là, qui s'appelle « Et Dieu riait beaucoup » aux éditions Albin Michel. Non mais je me sens très très proche de Johann Sfar. Je ne sais, il faudrait que je le rencontre un jour vraiment parce on a beaucoup enfin il se trouve en plus que le perroquet, c'est le perroquet un oncle de mon père qui habitait à Nice. Enfin Johann Sfar il est de Nice. Son père avait dragué ma mère d'ailleurs, peut-être que je devrais attendez, c'est génial, on va organiser ça. Et donc en fait le perroquet, c'est le perroquet qui était à c'était un vieil oncle à moi qui avait un perroquet qui était rabbin. Il était rabbin et il avait un perroquet. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais totalement fasciné par ce perroquet parce que c'était complètement fou qu'un rabbin ait un perroquet. Franchement, il y avait un truc qui était un peu étrange. Et donc, c'était tout petit. Nous, quand on allait à Nice voir ce perroquet, c'était vraiment fascinant. Donc voilà. Enfin, voilà. Il se trouve que ma mère est ashkénaze aussi et que mon père est séfarade. Bon, enfin, Olivier Citruc, est-ce que vous voulez qu'on s'en occupe? Bah, écoutez, avec plaisir. Ok, je note. Je découvre ce lien. Une rencontre s'impose. Et voilà, une rencontre très sympa. Si vous habitez dans le 17e. J'ai lu beaucoup de choses qu'il a écrites. Effectivement, il écrit beaucoup sur Nice. Je trouve que je suis né à Nice. Enfin bon, voilà. Oui, en effet. Eh bien, écoutez, voilà, ça c'est fait, c'est noté. Et on va terminer avec du cinéma et l'un de vos films cultes, Olivier Citruc. Oui, vous nous avez donné une longue liste de films. Ouais, non, mais je savais pas. En fait, quand on demande des choses, voilà. Alors, l'un des premiers, c'était La vie est belle, de Frank Capra. Alors, ce film date de 1946. Et au moment de sa sortie, ça a été un échec commercial. Et pourtant, il est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma américain. Il fait partie des films les plus diffusés à la période de Noël sur les chaînes de télévision aux États-Unis. Alors brièvement, l'histoire se déroule la veille de Noël en 1945. Le héros, Georges Bailey, est sur le point de se suicider. Et alors que Georges est sur le point de se jeter dans la rivière, persuadé qu'il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais, un apprenti ange vient à son secours et lui rappelle toutes les bonnes actions qu'il a faites dans sa vie. L'apprenti ange projette Georges dans un monde où il n'aurait jamais existé et lui prouve que sans lui, le monde n'aurait pas été meilleur, voire même pire. Une fantastique leçon de vie, d'espoir, d'optimisme et d'entraide entre les hommes. Un film dont la morale pourrait être une citation attribuée à tort à Sénèque, mais qui n'en est pas moins belle. Je terminerai par là. Une citation qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Et bien voilà, le message à Johann Sfar est parti. Merci beaucoup Jérôme Boulon pour cette chronique. Tout de suite, c'est le coup de fourchette avec Mata Gabin que vous connaissez bien, vous me l'avez caché. Oui. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Bonjour Mata. Bonjour cher Cyrielle. Bonjour Olivier Citruc. Bonjour. Chers auditeurs de Radio J, bonjour à tous. Après un long mois loin de vous, je suis ravie de recommencer à croquer les invités d'un bon coup de fourchette verbale. Tout cela m'a manqué. J'avais faim d'humour, j'avais la dalle de recherche de jeux de mots, j'avais l'estomac dans les talons des dédales de ma curiosité artistique. Ma page Wikipédia s'ennuyait de ne pas avoir mes allers-retours frénétiques entre la bio et les recettes du terroir des invités de Cyrielle. Mais allez hop, miam miam, je repasse à la table de la dégustation de culture et je reprends mon appétit, remets le couvert. Et quel cadeau, quelle surprise! Le plat du jour est aux petits oignons, c'est Olivier Citruc! Olivier et moi, mais nous avons été réunis par les liens sacrés, sulés, piquants d'un gai mariage. Non, pas l'un des films de sa large filmographie, mais sur la scène, nous avons été époux scéniquement parlant entre les confinements. Et entre époux, on ne se cherchait pas un peu, mais quand même pas mal l'époux. Il y a eu une histoire de ratatouille entre nous, avec un petit peu trop de poivre, n'est-ce pas? Et je ne parle pas du petit rongeur qui sait faire la cuisine, qui sait faire ce plat du Sud, un mélange de légumes. Alors, nous sommes en quelque sorte proches, et c'est pourquoi aujourd'hui, je tutoie l'invité, Cyrielle. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je fête ça, l'Echaim. Et en parlant de mariage, moi, j'ai dit que je ne veux jamais me marier. Enfin, cela dit, personne ne m'a jamais demandé.
Olivier Citruc le niçois, tu seras ma secousse neuronale du jour, tu seras une traditionnelle et délicieuse galette, ma soca de Nice. Non pas la soca dance, cette chanson de Charles D. Lewis, chanteur originaire de la Barbade comme Riri. Hein, Riri, on a parlé lundi en plus. dont vous avez parlé lundi. Eh bien, ce n'est pas Riri, la dame enceinte, là, habillée en rouge, qui dansait sur des transpalettes entre ciel et terre. Non, mais bon, je m'égare de l'Ouest, ça n'existe pas. La soca, c'est un tube sorti en 1990, autant dire au siècle dernier, quand Olivier, tu avais tout juste 20 ans et tu prenais des cours au studio 34 en 1990, cette époque que les moins de Twitter ne peuvent pas connaître. Il y avait des téléphones fixes à cette saison, il y avait des saisons dans l'année, il y avait le tube de l'été, il y avait le slow de l'hiver. Dans les booms, on dansait le slow qui consistait à se serrer debout l'un contre l'autre dans un mouvement d'une lenteur pouvant provoquer l'endormissement des danseurs parfois, mais simultanément le réveil des sens. Et pour la soca, l'idée était de se frotter dans un déhanché lascif tout à fait explicite sur une plage d'île ensoleillée. C'est ça. Et l'idée était de chiller, de se détendre pour provoquer aussi l'éveil des sens. Alors, la soca dance, c'est une danse du soleil, le slow, c'est une danse du sommeil. As-tu dansé le slow dans ta jeunesse, Olivier? T'en souviens-tu? Oui, tout à fait. Avec Barbara, peut-être? Avec Barbara, que j'ai embrassé Avant- pour la première fois. Mais oui, avant vrai. que ne tombe sur toi le coup de ciseau, le coup de trop, le coup qui a donné cette coupe de cheveux fatidique qui a sonné l'heure du premier chagrin d'amour si jeune. Mais oui, j'ai scrollé sur la vie d'Olivier. Mais la soca de Nice dont il s'agit, elle fait danser les papilles gustatives et elle vous fait frémir de plaisir du gosier jusqu'aux orteils. Cette galette qui se déguste chaude, sortie juste de la cuisson, comme le ferait Johan dans 4 garçons pleins d'avenir et d'appétit aussi, d'appétit de vie. Cette galette de farine de pois chiche, et oui, Olivier, tu es chiche d'endosser des rôles de cinéma de haute voltige comme dans l'APA, et puis tu prends ton envol et tu montes sur les planches des théâtres en volubile Che Guevara, ce révolutionnaire barbu, amoureux de los Erres Humanos, contre des mots MAUX avec les mots MOT pour défendre tout le monde. Et ce monde dans lequel les enfants portent d'énormes cartables qui leur cassent le dos dès le matin, n'est-ce pas? Alors qu'on pourrait avoir des casiers comme les Américains. Un monde qui devrait changer, un monde où on pourrait travailler en classe seulement le matin et l'après-midi faire des activités ludiques et artistiques comme à Berlin et prendre le temps de faire ces choses qui ne sont pas utiles certes, mais totalement nécessaires au bien-être de l'humain. Olivier Guevara, moi, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Mata Gavin. Je connais bien. Et oui, mais oui. Voilà. Je rappelle qu'on vous retrouve. Mais non, c'est très bien. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, sur scène également. Le 28. Je le rappelle, 28 avril, 19 mai, 2 et 16 juin au Paris de l'Humour. C'est au 8 rue Pradier, Paris 19e qu'il faut venir vous voir. Merci beaucoup, Mata Gavin, pour cette chronique. Et on se retrouve désormais tous les mercredis sur Radio J pour notre plus grand plaisir. Merci, Mata. À la semaine prochaine sur Radio J. Vous restez avec nous. Tout de suite, le journal de l'info et la suite de cette émission sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Jean-Luc Mélenchon, sans faire de la politique, pardon, c'est un dépressif. Je ne crois pas une demi-seconde à une unique NUPES pour les élections européennes. Nicolas Sarkozy voudrait reprendre du service et se verrait bien à Matignon. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. 120 artistes israéliens reconnus offrent 150 œuvres au profit du Magen David Adom. Vernissage vente le jeudi 20 avril 19h à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Réservation obligatoire auprès du Bnei Brit Ben Gourion au 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. Exposition vente jusqu'au 22 avril. MDA France, association au service de la vie.
Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité en Israël, l'auteur de l'attentat d'hier à Jérusalem a été arrêté ce matin par les forces de sécurité. C'est un habitant de Naplouse en Judée-Samarie qui n'a que 15 ans. Il a tiré hier matin sur une voiture dans la rue à Jérusalem dans le quartier de Shimon Hatzadik. 2 fidèles de la communauté ultra-orthodoxe ont été blessés. Par ailleurs, ce matin, c'est un autre Palestinien qui a été condamné, lui, à 30 ans de prison pour un attentat à la bombe qui a blessé 12 soldats israéliens. C'était il y a 3 ans. Pendant ce temps-là, le président de l'État, Yitzhak Herzog, s'est envolé ce matin pour la Pologne afin de participer à la cérémonie commémorant le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Il a prononcé un discours ce midi lors d'une cérémonie au musée de l'histoire du judaïsme de Varsovie. Je viens aujourd'hui ici de Jérusalem, la capitale éternelle de l'État libre, souverain, juif et démocratique d'Israël. Je viens ici et avec moi, avec nous ici, se trouvent les fils et les filles de familles entières, de communautés entières qui étaient et continuent à être les symboles d'une vie juive vibrante, d'une histoire millénaire, de la civilisation riche et prospère du judaïsme polonais. Et bien sûr, ils sont les symboles d'un immense courage. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui se rendra cet après-midi à une commémoration organisée par la communauté juive de Varsovie à la synagogue Nozick avant de clôturer sa visite par une rencontre avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Au chapitre diplomatique, le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, poursuit sa visite en Israël. Grâce à votre leadership et à votre courage, nous pourrons reconstruire des ponts entre nos pays. C'est ce qu'a affirmé la ministre israélienne du renseignement Gila Gamliel lors de cette visite du prince héritier iranien. Reza Pahlavi et Gilad Gamliel ont tenu ce matin une conférence de presse commune à Tel Aviv. L'homme a exprimé sa joie d'être actuellement en Israël tout en affirmant que le régime iranien actuel, je cite, ne défend que ses propres intérêts. Dans le reste de l'actualité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen se rendra aujourd'hui au Turkménistan. Eli Cohen y va pour ouvrir l'ambassade d'Israël. C'est le premier membre d'un gouvernement de l'État hébreu à se rendre dans le pays depuis 30 ans. L'ambassade située dans la capitale à Ashgabat sera située seulement à 24 km de la frontière avec l'Iran. Eli Cohen est en ce moment en Azerbaïdjan. L'actualité en France, le chef de l'État Emmanuel Macron retourne sur le terrain pour renouer avec les Français après 3 mois de crise des retraites. Il est aujourd'hui en Alsace, à Mutterscholz, pour visiter une entreprise intervenant sur plusieurs chantiers pour les JO de Paris. Sur place, le chef de l'État a été confronté dès son arrivée au mécontentement des Français. L'intersyndicale a appelé à des rassemblements avec des casseroles ou des couvercles pour mieux se faire entendre et montrer, je cite, que la page des retraites est loin d'être tournée. Le président de la République a réagi à cet appel. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. C'est-à-dire de construire l'avenir de nos enfants et autres. Donc, j'ai pas le droit de m'arrêter. Est-ce que vous estimez renouer Bien avec sûr, les et Français ? ça va continuer. Est-ce que vous estimez renouer avec les Français en venant ici échanger avec les salariés ? C'est des Français qu'on a là. Les manifestants dehors aimeraient parler ? Non, je crois pas qu'ils cherchent à parler. Parce qu'en fait, ils cherchent à faire du bruit. Le président de la République Emmanuel Macron a noté que le courant a été coupé dans l'usine pendant la visite, mais la CGT n'infirme pas être responsable de cette coupure. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission juste après la pause avec mon invité Olivier Citruc sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Jean-Luc Mélenchon, sans faire de la politique, pardon, c'est un dépressif. Je ne crois pas une demi-seconde à une unique NUPES pour les élections européennes. Nicolas Sarkozy voudrait reprendre du service et se verrait bien à Matignon. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J.
Bet Halochem, la maison du combattant en Israël, dispense des bourses à de jeunes soldats handicapés qui reprennent le chemin de l'université et permettent aux sportifs de haut niveau de participer aux compétitions internationales paralympiques. Nous pouvons les aider avec votre soutien. Bet Halochem, organisation à but non lucratif. Faites votre don sur bet-halochem.fr. bet-halochem.fr. Serfin en retour. bet-halochem.fr. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Olivier Sitruk. Je rappelle que vous êtes venu pour nous parler de la lecture d'Ephraim Kishon qui aura lieu le 26 avril à 20h dans le cadre des rencontres avec la culture israélienne. Ce sera en tout cas pour ces rencontres du 24 avril au 4 mai à ne pas manquer au Centre d'art et de culture à l'espace Rachi. Également, vous serez bientôt de retour sur scène avec Je préfère qu'on reste ensemble en tournée à la rentrée avec Michel Bernier. Et tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac. Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, absolument. Je suis venu surtout pour parler de moi, hein, apparemment. C'était pas trop pour parler d'Ephraim Kishon. On a parlé des deux en tout cas. Ouais. 10 questions, 10 réponses en 2-3 mots. On y va, c'est parti. La recette de l'amour, Olivier Sitruk, qu'est-ce que c'est ? 1 + 1 = 2. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Ma fille. Si vous pouviez changer de peau, si vous pouviez, vous seriez qui ou quoi ? Johanne Sfar. Ça va lui faire plaisir. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Tu ressembles à Johanne Sfar. Non. Je sais pas trop. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou ? J'ai beaucoup voyagé pour des gens. C'est souvent le cas. Voilà. On nous Ouais, dit c'est souvent ça, c'est souvent le voyage, Ouais, quoi. c'est C'est-à-dire souvent le traverser voyage. des frontières, Ça ou partir faire des sans enfants. rien. Voilà. Voilà. Non, plutôt j'ai beaucoup voyagé sans rien, sans bagage, dormi dans des endroits où il faut pas dormir, etc. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Olivier Sitruk ? Le partage. Vos 3 grands plaisirs dans la vie. Mes 3 grands plaisirs, j'ai dû déjà répondre mes enfants, j'imagine, la cuisine, mes amours, mes amis, mes emmerdes, je sais pas. Votre surnom, Olivier Sitruk. Olive. Votre philosophie de vie. On pousse notre enfance devant nous et c'est notre seul avenir. Votre prochain rêve à accomplir. Réaliser un film. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer. Oups. Et ouais, ça c'est dur. Oups, c'est bien aussi. Ça marche. Allez, notre émission continue tout de suite avec le coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct. Il s'agit d'Estelle, une jeune artiste belge, demi-finaliste 2018 de The Voice Belgique pour la découverte de son premier single qui s'intitule Dans ma tête. On découvre et on en parle avec elle en direct sur Radio J. T'y arriveras jamais, pas la peine d'essayer. Ça reste dans ma tête, t'es pas assez. Je reste des heures perdue dans mes pensées. Et la vie pourrait bien s'arrêter. C'est elle qui nous font tourner la tête, penser qu'il faudrait que tout s'arrête. C'est elle
en train d'écouter le titre d'Estelle qui s'intitule Dans ma tête. Bonjour Estelle. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Comme quoi Instagram, ça marche très bien. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous venez de Belgique ou pas ? Oui, je suis belge. Vous êtes belge et donc Tout vous à habitez fait. en Belgique et vous êtes venu exprès pour nous ou vous passez un petit moment à Paris quand même ? Non, en fait, je suis au cours Florent à Paris. C'est ça. Et c'est pour ça que j'étudie ici à Paris. Donc je suis là la moitié de mon temps. Et puis je repars souvent pour le week-end voir la famille Et en donc Belgique. il y a une volonté d'être actrice aussi. Oui. Bah, Ou c'est pour développer le jeu de scène c'est ça, dans la musique. C'est plutôt pour d'abord m'aider musicalement parlant, ne serait-ce même que pour les paroles. Ça m'aide pas mal à trouver un peu mon univers et tout ça. Mais j'aime aussi beaucoup le cinéma. J'ai hâte de faire un clip et du coup développer aussi tout l'aspect cinématographique dans mon projet musical. Et je pense qu'autour de ce titre, il y a beaucoup de choses à faire. Alors je vous le disais, je trouve moi ce titre très efficace. Il est très dansant, il bouge, en tout cas sur le refrain, voilà. Je trouve qu'il est super. Il y a un côté un petit peu oriental qu'on entend. Comment est venue cette sonorité, pardon ? En fait, j'ai commencé à composer le titre à la guitare, ce qui n'est pas habituel parce que souvent je fonctionne qu'avec mon piano. Et grâce à la guitare, avec les arpèges, ça m'est venu comme ça. C'est assez drôle d'ailleurs parce que moi-même je me suis dit par la suite mais pourquoi ces sonorités-là ? Et en fait j'aime beaucoup les musiques qui viennent un peu d'ailleurs. J'aime beaucoup par exemple l'univers de Jane. Je trouve qu'elle a un truc dans sa musique mais aussi dans ses clips qui sont incroyables. Et je pense que ça m'a du coup influencé. Ça vous a inspiré, je l'entends aussi, je suis d'accord avec vous. C'est votre premier single Dans ma tête. Vous l'avez composé donc seul, quasiment créé toute seule, même si vous avez été un petit peu aidé, je crois, à l'arrangement. C'est ça. J'imagine qu'il va y avoir un album ? Oui. En préparation ? Alors on parle d'abord d'EP. Ouais, très bien. À l'automne donc, prochain, normalement, l'EP sortira. Voilà, c'est prévu. Et puis l'album par la suite, oui, évidemment. Alors, vous avez commencé le conservatoire très tôt, à 8 ans. Vous avez appris le solfège, le piano et vous êtes fait connaître dans l'émission The Voice en Belgique. C'était en 2018. Vous étiez demi-finaliste, je crois. Vous êtes arrivé quand même assez loin dans le programme. Oui, c'était assez inédit. Enfin, c'était pas attendu. Pas. Ouais, c'est ça. C'était pas attendu pour vous. Et donc, depuis, on entend bien que vous avez envie de développer tout cet aspect artistique qu'il y a en vous. J'ai envie de vous entendre chanter en direct. On a dit qu'on allait le faire. Vous nous proposez un petit match-up ? C'est ça ? Alors là, justement, le deuxième titre, je vous propose même un titre en exclusivité, c'est de mon EP. Ça s'appelle Couleur Argent. Et je vais le chanter du coup avec l'arrangement. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a l'arrangement en régie ? Je sais pas si c'est celui-là. J'ai une question, moi. Il y a un jeu de mots à la M. Si tu l'utilises, tu fais exprès parce que c'est intéressant à développer si tu veux développer tout un univers. Estelle, S-L, est-elle elle ? Mais c'est écrit comme ça. Ouais, c'est ça. E-S-T-L. Voilà. Ouais, exactement. Mais Estelle, oui, c'est vrai que. Et, comme M qui a tout développé autour du M, tu pourrais développer autour du L. Pour le coup. C'est vrai. Et ben c'est marrant parce que c'est exactement comme ça que c'est écrit, E-S-T-L. Donc il y a peut-être aussi ce petit jeu à faire. On est en train de voir en régie si on a le son. En tout cas, on n'a pas, je crois, reçu l'instrumental qui va autour, mais en tout cas la technique est en train de checker ça parce que ce qu'on avait c'était l'instru, couleur argent, c'est ça. On est en train de le préparer en attendant de pouvoir vous entendre. Et donc c'est parti, on y va. On a tout géré. Couleur argent, elle se sent belle dans sa robe. Elle a tout prévu pour être à corps. Couronne de reine, elle a cessé d'exister le jour où elle s'est en elle enfermée. Et je sais trop bien quelle est la clé pour échapper à cette prison dorée. Mon cœur saigne quand il parlait de toi, et je sais que rien n'y pourra. Est-ce que je laisse ma place seule? Est-ce que je fuis encore? Ou est-ce que
tenter d'y croire. Toutes ces occasions manquées, quel hasard. D'apparence fière, elle ne dira jamais qu'elle étouffe dans son monde dit parfait. Son cœur sait qu'elle sait juste oublier pour s'afficher comme modèle de l'année. Mon âme saigne quand elle parlait de toi, et je sais que rien n'y pourra. Est-ce que je laisse ma place? Est-ce que je fuis encore? Ou est-ce que j'envoie tout valser dans le décor? Est-ce que je te souris seulement pour te plaire? Seulement pour un bonheur éphémère? Parce que ça y est, tout ce lisse me lasse. La vérité, je me découvre enfin dans la glace. Dans mon corps, les envies de m'émanciper grouillent. Mais je me suis perdue dans les abîmes de la trouille. Je veux plus jouer, non, cette mascarade. Me dire que ces histoires c'était ma paranoïa. Quitte à être seule, je préfère vivre pour moi. Ben ouais, j'en suis arrivée là. Est-ce que je laisse ma place? Est-ce que je fuis encore? Est-ce que j'envoie tout valser dans le décor? Est-ce que je te souris seulement pour te plaire? Seulement pour un bonheur éphémère? Bravo Estelle sur l'antenne de Radio J. On est tous très admiratifs de ce que vous venez de faire avec une grande facilité. Merci de nous avoir fait découvrir ce titre donc Couleur Argent en exclusivité qui fera partie du prochain EP. Merci beaucoup Estelle d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour suivre votre actualité estl.on sur TikTok et Instagram. Merci encore d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Il faut savoir ce qui me manque de gens qui ont du talent en pourcentage. C'est ça, hein. On est bien d'accord. Franchement, en pourcentage. C'est vrai, beaucoup de talent en Belgique. Ils ont je sais pas ce qui se passe, c'est un peu le cliché. Hein, les frites. C'est les frites. C'est peut-être un peu ça. Tout est là. Vous n'y couperez pas, Olivier Citruc, je vois ce que vous essayez de faire, mais pas du tout, puisque Joseph Agostini, le fameux Joseph, est à ma gauche pour ce portrait sur vous, puisqu'il a écouté très attentivement ce qu'on s'est dit, et donc on va essayer d'avoir une petite analyse. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle. Bonjour Olivier, ça va? Bonjour, ça va. Bon, alors déjà, j'ai retenu quand même la devise que je trouve très 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 belle. On pousse notre enfance devant nous et c'est notre seul avenir. C'est Alain, c'est pas moi. C'est Alain. C'est le philosophe. C'est le philosophe Alain. D'un propos sur le bonheur? D'un propos sur l'enfance. D'accord. Donc, quelle devise pétrie de fatalisme et de modestie, je dirais. Alors, Olivier Citruc, je trouve absolument fabuleux ce que vous nous avez dit d'abord au sujet de votre grand-mère à qui vous lisiez des livres pour qu'elle s'endorme quand vous étiez enfant. Je trouve que vous avez un petit côté Sherazade quand vous exprimez ça. On se croirait dans les 1001 nuits. Et donc, ça a sûrement façonné votre art de dire et de jouer au théâtre. Je me suis surpris comme ça à penser que, votre vie est la suite de ces lectures à la grand-mère, avec le public comme récepteur, cette fois, désormais un public qui se laisse bercer, porter comme elle, qui tanguerait au son de votre voix et de vos mots. Au final, c'est ça quand même, la grand-mère a permis une ouverture. Oui, elle avait une façon de surtout dire des mots qui étaient très très anciennes. Quand on parlait de Sarah Bernard, il y a quelque chose de l'ordre de Sarah Bernard quand même pour ma grand-mère. Elle était née en 1898, je crois. Et donc, en 1898. Oui, mais elle avait, je me souviens, il y avait un poème de Victor Hugo, elle disait des poudres et des balles. Et donc elle me disait c'est comme ça qu'il faut dire des poudres, de la poudre et des balles. Elle vous disait, comme on dit, travailler la diction. Les orientales de Victor Hugo. Alors après, moi je trouve que cette photo-là, je sais pas ce que vous en pensez, elle Cyrielle, est sublime. mais après Homère et l'Odyssée, Homère et Olivier Citruc, quoi. D'ailleurs, je trouve que cette photo a quelque chose de mythologique, je dirais, entre le Horla, Charlie Chaplin et Magnum. Ah bon? C'est une déclaration. C'est les trois à la fois. Elle est atemporelle et elle est mythologique. Je trouve qu'il y a quelque chose du Horla. Vous trouvez pas du Horla de Maupassant? Je sais pas, vraiment j'ai du mal. Il faudrait la main dans les cheveux, c'est ça.
J'ai du mal à me voir. Ah bon ? Ouais. Bon. Mais regardez-vous, alors, on va prendre du temps. Alors, vous nous avez dit aussi quelque chose d'important, combien l'humour sauve de tout, combien la distance salvatrice avec la réalité permet de se dégager des contingences du réel. Et j'ai perçu finalement, Olivier Citruc, l'importance filiale de l'humour chez vous. Et cela vous permet peut-être de vous rapprocher de votre père, il me semble, comme le rappelait en vous, ce pédiatre jovial qui dédramatisait l'existence. Je me trompe ? Non, mais évidemment, j'ai toujours poussé mon père à écrire un bouquin. Il y avait tellement de blagues, vous imaginez pas. Il avait que 80 ans, papa. Ça aurait été quoi son titre ? Tellement, je sais pas, le journal d'un pédiatre de province. Ah, non, c'est joli. Ah oui, c'est très. Je sais pas. Mais après le journal d'un curé de province, journal d'un pédiatre. Tous les jours. Vous imaginez 365 jours avec 365 blagues différentes. Ouais. C'est quand même. Très très impressionnant quand on est gamin, c'est vraiment très très impressionnant. Après, je comprenais pas toutes les blagues parce qu'il y en avait. C'est lui qui faisait l'usine Carambar, c'est ça ? Mais non, c'était plus drôle. C'était beaucoup plus drôle encore. Non, oh là là. Alors. Mais sauf qu'en fait, Carambar, c'est pas pour les histoires juives. Il y a pas. C'est vrai aussi. Dans le papier, ou alors faudrait vraiment que le Carambar soit très très entouré par beaucoup de papier parce que les histoires sont quand même très très longues. Alors, barman dans un club de jazz, féru de Gainsbourg le Magnifique, vous avez pour moi l'âme d'un chanteur que n'aurait pas renié Michel Jonas. Ouais. Vraiment, qu'on a reçu ici d'ailleurs. Et je me disais que non, il faut que vous chantez. Mais je suis persuadé que vous allez chanter un jour. Autrement que l'improvisation chez Michel Bernier. Sur scène, oui, absolument, avec Michel Bernier. Mais peut-être un album un jour, non ? Non, il y a des métiers, chacun. Non, mais c'est pas mon métier. Oui, enfin, on m'a dit ça plus d'une fois et après on s'est étonné derrière. On les connaît, les candidats à l'élection présidentielle. Et les Miss France aussi. Les Miss France. Non, mais je chanterai peut-être un truc comme ça dans un karaoké avec vous si vous avez envie. On se fait un karaoké et puis on chante des chansons. On a déjà choisi le répertoire avec Cyrielle. Bon, alors, on ne peut pas être mauvais. Moi, je dirais vraiment, on ne peut pas être mauvais dans la vie quand on a La vie est belle de France Capra pour film favori. Les bras m'en sont tombés. Je me suis dit, quelqu'un qui adore La vie est belle de France Capra, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Vous dites France comme si c'était un Allemand. Non, c'est vrai. Franck Capra. Franck Capra, oui, absolument. Mais il faut pas avoir une Rolex, il faut avoir La vie est belle de Franck Capra. Oui, sinon on a raté sa vie. Non, j'essaye de le montrer aux enfants beaucoup, moi. En fait, la première chose qu'ils aient vue, c'est ça et Winnie l'ourson. Ah ben c'est parce que, enfin bon voilà. Parce que Winnie l'ourson, je crois que je l'ai pas mis dans mes films favoris, mais je crois que ça pourrait l'être. C'est un film étonnant, je sais pas. C'est un film très très étonnant, ce que ça raconte sur l'enfance, sur la vie, sur la découverte des autres, sur, de tout. Enfin, je trouve ça vraiment chouette, Winnie l'ourson. Mais La vie est belle, c'est un film. Et puis il est tellement incroyable comme acteur. Je suis un peu plus déçu par Capra après, qui merde un peu avec le Japon et tout ça. Voilà. Alors, il y a chez vous, mon cher Olivier, de la curiosité, du réalisme magique qui consiste à passer de Laurent Ruquier à Oscar Wilde, du perroquet de Johann Sfar au saxophone de Fela Kuti, un éclectisme fabuleux, une roserie que je qualifierais d'éclaboussante. Et pour moi, pour vous, 1 + 1 = 2. Non, je n'y crois pas. Pour vous, effectivement, Olivier Citruc, 1 + 1 = 3, car place au surréalisme, à l'insu, à la surprise d'exister. Il en a beaucoup été question. L'amour de la scène acquis au fur et à mesure. Et vous ne l'avez pas eu naturellement, finalement. Le malade imaginaire, vous avez dû l'éduquer, vous avez éduqué vos goûts, et c'est peut-être pour cela que vous en parlez avec tant de conviction et d'amour. C'est vrai, c'est exactement ça. Je crois que c'est exactement ça. J'ai éduqué mes goûts. C'est une phrase très juste. Merci Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Le téléphone sonne, c'est la fin de cette émission, Olivier Citruc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler d'Ephraim Kishon, un petit peu, beaucoup quand même. On a parlé de vous aussi. Vous serez bien sûr le 26 avril à 20h à l'espace Rachi dans le cadre des rencontres avec la culture israélienne qui se déroulent du 24 avril au 4 mai prochain. Bientôt pour la pièce Je préfère qu'on reste ensemble en tournée à la rentrée avec Michel Bernier. Et puis Dolores aussi. Pour Avignon. Je vais le jouer à Avignon en juillet.
à Avignon et puis j'imagine peut-être à Paris dans les mois qui s'écouleront. Oh là là, mais je joue une autre pièce de Théo Askolovitch entre temps, donc ce sera pour 24. Eh bien, on espère. Merci beaucoup pour cet échange, Olivier Citruc. Merci à l'artiste Estelle ESTL d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. On écoute justement encore ce titre Dans ma tête, d'avoir été mon coup de cœur. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud à la réal aujourd'hui. Notez que vous pouvez, et Clément, notez que vous pouvez réécouter nos invités cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain dès 15h avec un nouvel invité. À demain, belle journée à tous.